Alors salut à toi, c'est Johan Eguélé, designer graphique et multimédia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format assez particulier. Tu le vois, je tiens mon téléphone à la main. C'est tout simplement parce que je vais faire un format interview. Alors la semaine dernière, j'avais une rencontre freelance sur Lyon physiquement. J'ai rencontré quelqu'un qui avait un projet et justement, cette personne-là, elle sonde différents freelances, que ce soit sur Lyon ou Paris, et justement leur objectif c'est de créer un outil pour les freelances, pour leur améliorer leur quotidien, et du coup ils sont en train de poser pas mal de questions à tous ces freelances là pour savoir quelles sont leurs premières problématiques. Alors, on sait qu'il y a trouvé des clients et tout, mais en fait eux de leur côté ils ont déjà eu on va dire une première idée de la chose, c'est notamment la gestion client. Comment réussir à facturer plus, avoir on va dire les armes marketing et notamment la gestion au niveau de tout ce qui est gestion de projet pour réussir à gagner du temps, pour en mettre encore davantage dans d'autres projets et du coup réussir à facturer plus. Alors maintenant je te laisse regarder et écouter l'interview parce que même si l'image n'est pas bonne, j'ai soigné le son avec le micro-cravate. Et puis si jamais tu peux également m'écouter sur les plateformes de podcast, SoundCloud et compagnie. Allez, c'est parti. Des centaines de petites tâches qui sont improductives et qui le détournent de son vrai métier. Ça va être de la relance client, ça va être informer le client de l'avancée du projet, ça va être recueillir pour les graphistes par exemple, recueillir du contenu pour un projet. Donc ça c'est tout des petites choses mais qui mises bout à bout font que 30% du temps d'un freelance en fait il est passé à faire autre chose que son vrai métier. Et ça souvent c'est à cause du client, c'est à cause d'un problème de dialogue avec le client et nous on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à développer là-dessus. Alors moi je sais dans mon expérience client qu'il y a on va dire des problématiques clients qui sont on va dire plus importantes, ou du moins que il y a beaucoup plus de freelance qui ont par exemple comme problème de trouver des clients. Trouver des clients, alors ça c'est sûr. Facturer plus, essayer d'avoir le bon tarif. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es vraiment freelance sur le moyen long terme, quand tu as une vision de ce type-là, c'est vrai que la productivité ça va jouer énormément. Si par exemple pour créer, je sais pas moi, tu vas mettre une journée pour créer quelque chose, si tu arrives à le créer en 2-3 heures à la place d'une journée entière, finalement ça sera quoi? Ça sera plus de 50% de temps gagné que tu vas pouvoir mettre pour d'autres projets. C'est vrai qu'à ce niveau-là, toi, je crois que tu as regardé quelques vidéos de ma chaîne YouTube. Oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai pu remarquer sur ma chaîne YouTube et d'autres chaînes, c'est que très souvent la productivité, elle est sous-cotée. Tout à fait. Très sous-cotée. Et tu parlais de les aider aussi à facturer plus. Nous, ce qu'on pense aussi développer, donc c'est une liste de tâches. Déjà, il faut que le client se rende compte que quand il va commander un logo, c'est pas quelque chose qui va être fait en 5 minutes sur Photoshop. Donc, il y a toute une phase de recherche en amont, il y a des phases de recherche de pistes créatives, proposer plusieurs pistes créatives. Nous, on va aiguiller aussi peut-être, dans notre première version, on va aiguiller pour le designer qui veut créer un projet, on va lui dire, oublie pas qu'il y a toutes ces tâches à prévoir. Et cette liste de tâches sera partagée avec le client et le client va se rendre compte que ah oui, il me fait payer 2 jours pour ça, mais c'est justifié parce qu'il y a tant d'étapes que le client doit valider, et donc il se rendra vraiment compte que le travail du freelance a une vraie valeur. Alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'avait pas encore démarré parce que j'ai créé mes petites notes aussi, j'avais mes petites notes sur les problématiques freelance ou autres. Mais c'est vrai que là, c'est très intéressant que tu parles de ça parce que je sais que très souvent, c'est l'argument marketing qui va poser problème aux freelance, notamment aux graphistes. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Je vais peut-être te présenter un peu les problématiques que j'ai écrites et tu me diras un peu ce que tu en penses. Très bien. Alors déjà, je pense que tu l'avais vu quand tu avais parlé avec Pierre, ou du moins ton collègue avait parlé avec Pierre quand on s'était rencontrés sur Lyon. Oui. Le problème numéro 1 des freelances, c'est toujours le même, c'est trouver des clients. Trouver des clients. Exactement. D'ailleurs, je mettrai en fiche en haut à droite là, la vidéo sur comment trouver des clients en freelance. En gros, ça c'est le premier problème. Ça c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. Exactement. Je sais qu'il existe plein de plateformes pour freelance, tous plus merdiques les unes que les autres aussi, qu'on se le dise. Pourquoi pour toi elles sont... Ah, mais c'est bien parce que toi tu n'es pas freelance, du coup tu ne connais pas les problématiques. Tout à fait, ouais. C'est pour ça que justement que j'essaie d'échanger avec un maximum de freelance parce que voilà, j'ai pas cette notion non plus. J'ai 2-3 idées. Hein. Alors si tu veux, en fait, du point de vue du freelance et pas du point de vue du client, c'est super attractif parce que imaginons tu arrives sur une plateforme, tu cherches création d'un logo, tu as création d'un site web. Tu vas te rendre compte que tu as une vingtaine, cinquantaine de demandes des personnes qui vont proposer leurs services. La problématique, c'est que sur ces 50 personnes, comment est-ce que tu arrives à voir la différence? Rien qu'éplucher les 50 profils, regarder un peu ce qu'ils font, ça va te prendre 3 heures. D'accord? D'accord. Donc comment est-ce que tu vas éplucher si au niveau de la qualité et on va dire du produit final, tu dis que c'est à peu près la même chose, ça va être le prix.
Et du coup, le client il va faire la chasse au prix, tout simplement. Ouais. Ça, c'est vraiment le problème numéro un que j'ai parlé avec des freelances qui utilisent les plateformes de type, je sais pas si on peut citer les noms, mais... Tu peux citer les noms si tu veux, mais en tout cas, tout le monde les connaît de toute façon. Voilà. Et vraiment, voilà, le problème numéro un là-dessus, c'est que ça tire les prix vers le bas et que ça valorise pas forcément le bon travail, mais ça valide le freelance qui est pas cher et qui est prêt vraiment à travailler à perte des fois. Enfin, on se demande comment ils font pour afficher tel tarif. Ouais. Exactement. Et c'est ça le grand problème, c'est que les plateformes pour freelance, elles ne sont pas du côté des freelance, mais uniquement du côté des clients. Et l'objectif, c'est que vous, forcément, avec votre produit, l'objectif, c'est d'être du côté des freelance. Exactement. Du coup, si, imaginons, vous aviez la volonté de faire une plateforme, il faudrait être du côté des freelance et pas des clients. Et ça, c'est assez compliqué. Tout à fait. Ensuite, le deuxième, c'était convertir les clients. Voilà, donc, moi, c'est ce que je présente avec ma chaîne, c'est qu'en fait, le freelance, enfin on va dire le freelance standard, le freelance qui se lance, en fait il n'est pas forcément au courant, on va dire, de ces stratégies marketing, tout simplement parce que tu as une sorte de discours à avoir face à ton client pour essayer de lui vendre, pas forcément plus cher en fait, mais lui vendre tout simplement le bon tarif. Toi tu dis ton logo, ah ouais mais ça va me prendre 2 heures, du coup je prends 2 heures de mon temps, je sais pas moi 50 € de l'heure, tu le vends à 100 €. Sauf que le souci, c'est que tu as les échanges clients, tu as les retours, tu as le fait de faire plusieurs propositions. Et à la fin, ton logo, rien qu'au niveau temps, ça va te coûter peut-être 300 €. Et ensuite, peut-être que le client, il est plus ou moins grand. Du coup, si jamais tu lui fais gagner un grand chiffre d'affaires, finalement, ton travail devrait être plus valorisé au niveau financier. C'est exactement l'idée, enfin le problème derrière lequel on a commencé nos premiers développements. Voilà. C'est toutes ces petites tâches qui ne sont pas perçues par le client, mais qui sont très chronophages et qui au final vont beaucoup peser sur un projet et sur le quotidien du freelance. Et nous, si on peut l'aider là-dessus, à mieux expliquer à son client, parce qu'il y a vraiment un travail de pédagogie à faire avec le client en fait. Ils sont pas de mauvaise foi en fait, c'est qu'ils sont pas au courant de tout le travail qu'il y a derrière, et donc nous le but aussi, c'est d'aider les freelances à leur montrer qu'il y a un vrai travail derrière et qu'il faut les aider. Voilà, qu'il faut l'expliquer aux clients et nous on veut les aider là-dessus. Alors du coup c'est une bonne transition, là je te laisserai une fiche vers la vidéo éduque ton client. En fait dans cette vidéo là j'en ai justement parlé du fait que le client, on peut pas lui en vouloir à 100% parce qu'à un moment donné, un logo il imagine juste le résultat final, il n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Exactement. Et en fait c'est ça que j'ai trouvé ultra intéressant de ce que tu as dit, c'est le fait de pouvoir avoir une sorte d'outil qui permette de réussir à convaincre un client, de lui dire bah tiens en fait ta prestation elle va être beaucoup plus conséquente et forcément elle doit être valorisée au niveau de ton travail et au niveau financier, forcément. Exactement. Ouais. Et je pense que c'est... Alors on a échangé déjà avec pas mal de freelance et vraiment ce problème de pédagogie il est vraiment récurrent. Ouais. Surtout pour les freelances qui démarrent. Après avec l'expérience et pour les freelances qui ont plus de clients, qui peuvent se permettre ensuite de choisir leurs clients. Il y a des problèmes de riches. Il y en a peu, mais il y en a qui ont ce luxe. Et j'ai rencontré par exemple un freelance qui m'a dit, moi maintenant je travaille plus qu'avec des entreprises qui ont un service com et un service marketing, avec des gens qui comprennent que derrière mon travail de designer, il y a une réflexion et c'est pas juste de l'exécution en fait. Bah ça je pense que c'est l'étape à atteindre en tant que freelance. Je pars du principe que tout le monde ne peut pas l'atteindre non plus. Parce que énormément d'entrepreneurs ou de youtubeurs par exemple, ils vont te dire ah oui comment gagner tant et tant d'argent par mois, 1 million. Sauf que le souci c'est que déjà de 1, tu as énormément de travail à l'origine. Et deuxièmement, ça dépend en fait du métier que tu as. Par exemple, on le sait très bien en tant que freelance, un développeur, il va être plus demandé, il va gagner plus qu'un graphiste standard. Tout à fait. Et du coup, c'est comment réussir aussi pour toi à valoriser par exemple une création de logo ou bien un graphiste qui lui va peut-être se diriger vers, je sais pas moi, de l'expérience utilisateur qui va permettre de valoriser davantage son propre métier face à ses clients et donc facturer plus. Exactement. Alors ensuite, ce que j'avais encore, c'était la gestion de facturation. Parce que très souvent, les freelances, ils ont des problèmes à ce niveau-là. Pourtant, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est extrêmement simple. Ouais. Mais souvent, les freelances, ils ont des problèmes, ils se disent que ça reste quand même compliqué. Et du coup, il existe déjà des outils d'ailleurs qui le font. Donc je pense que c'est pas forcément ce que vous voulez faire. C'est pas là-dessus qu'on va aller principalement parce qu'en effet, il y a énormément d'outils qui permettent de faire les devis, qui pourraient être améliorés, je pense. Notamment, on en revient toujours au designer, mais il y a un problème de tous ces outils, c'est qu'on peut pas personnaliser son devis ni sa facture la plupart du temps. C'est vrai, c'est vrai.
Et du coup, un designer, son devis et sa facture, c'est quand même une partie de son image de marque, le fait que ça soit bien designé, tout bêtement. Donc là-dessus, il y aurait des axes d'amélioration, mais sur tout ce qui est cette partie-là, il y a déjà des gens qui font très bien le travail, je pense. Donc nous, alors je sais pas si tu connais beaucoup de ces solutions, mais nous, c'était pas vraiment l'axe principal sur lequel on voulait se diriger. Nous, on voulait vraiment aider le freelance à mieux gérer sa relation client, être plus efficace et au final à expliquer au client son travail. Alors moi, je sais que j'utilisais au tout démarrage de mon activité, j'avais découvert Time. Oui. Je pense qu'on en avait parlé. Et actuellement, je suis en train de tester Freebie. Et justement, je vais faire une vidéo à ce sujet parce qu'ils m'ont offert un essai de 3 mois où je peux essayer de tester un peu l'application. C'est vrai que c'est des Français qui font ça, ouais. Ah, c'est des Français en plus. Ah bah c'est des Français, ouais. Parce que je me suis dit, c'était justement un Français qui me parlait de ça et je pense que c'est un cofondateur. C'est une petite équipe, mais ouais, ils ont lancé ça il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais en tout cas, je mettrai la vidéo aussi là-haut quand elle apparaîtra. Mais en tout cas, niveau facturation, je pense qu'il n'y a pas non plus, vous pouvez pas vous lancer là-dessus. Non, ça sera peut-être ensuite, là on a vraiment une version de base, ça fera partie des features qu'on développera par la suite par contre. Oui. Excuse-moi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la fidélisation client peut-être. Oui. Là, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que je sais qu'il existe énormément d'automation actuellement. C'est-à-dire que c'est un peu la mode avec l'envoi de mails, l'automatisation de mails pour essayer de faire vendre à des clients, par exemple. Oui. Bah, peut-être un système qui permette aussi de fidéliser des clients. Je ne sais pas, au niveau freelance, pas uniquement au niveau entrepreneur, mais vraiment uniquement freelance. Tu t'imaginerais quoi là-dessus, justement? Bah, je sais que j'ai vu, je crois que c'était LeadFox, un truc comme ça. LeadFox. Ouais. LeadFox, tu peux aller regarder. Ils sont aussi pas mal, eux, niveau marketing. Ils font beaucoup de pubs Facebook et graphiquement, ça envoie pas mal. Ouais. En gros, c'est un système comme ça pour les TPE. C'est en gros une gestion comme ça des envois de mails. Je crois qu'ils font encore d'autres choses, mais c'est extrêmement utile parce que du coup, ils vont pouvoir gérer leurs clients, leur faire des relances. Et tout ça, on va dire, c'est géré pour que par exemple, tous les 2-3 mois, tu puisses faire des mails de relance auprès de tes clients pour que derrière, tu puisses les refacturer. Parce que c'est aussi ce que les freelances ne connaissent pas, c'est qu'imaginons un freelance va créer un logo ou un site internet, il a fait cette prestation, il ne va plus revenir vers son client. Et ça, c'est une erreur parce que… Ça, c'est une erreur que j'ai l'impression beaucoup de freelances font. Après, ils ne sont pas formés non plus aux techniques commerciales, mais relancer des anciens clients pour proposer d'autres prestations qui iront avec la première prestation qu'ils ont faite, ça, il y en a peu qui ont ce réflexe, j'ai l'impression. Ouais. Et c'est le cas, et je le vois de plus en plus. Alors qu'au final, si tu bosses pour un client, tu fais le site web, tu crées le logo, à un moment donné, peut-être que quand tu reviens au bout de 2-3 mois, il y a des petites problématiques. Il a peut-être besoin de bannières ou autre pour Black Friday, par exemple. Il a besoin de nouvelles pages, il a besoin de… Ouais, tout à fait. Ouais. Exactement. Et du coup, tu peux faire une optimisation et lui présenter oui, voilà, en fait, c'est un job qui est totalement mouvant. C'est pas statique, c'est-à-dire que tu viens pas au début, tu disparais. Non, il faut que tu essaies de suivre cette personne. Et c'est comme ça que la fidélité, elle te permet aussi d'avoir des clients sur le long terme. Oui, c'est sûr, c'est hyper important. De toute façon, même proposer un service après-vente et du coup, qui générera des demandes supplémentaires par la suite. Ouais. Exactement. C'est pour ça que moi, en tout cas, au niveau des clients, alors, trouver des clients, ça, je trouve que c'est pas forcément intéressant pour vous. La facturation non plus. Par contre, je pense que c'est vraiment… Alors, on en parlait aussi, les formations, réussir à former les freelances. Mais c'est vrai que si vous arrivez à automatiser des choses qui peuvent être également dans des formations, ouais. Donc c'est réussir à convertir les clients, avoir les outils pour réussir à les convertir, à facturer plus cher dans ce cas-là, et à les fidéliser. Parce qu'au final, surtout pour les graphistes, je ne parle pas des développeurs qui, eux, ont souvent des missions sur plusieurs mois avec un seul client et qui sont payés cher. Tout à fait, ouais. Le graphiste, lui, très souvent, il va bosser quelques jours, pas longtemps. C'est souvent du one-shot. C'est du one-shot. Ouais. C'est pour ça aussi que les graphistes ont du mal à trouver assez de clients parce que… Il faut qu'ils renouvellent sans cesse leur clientèle. Exactement. C'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement puissant de pouvoir bosser aussi là-dessus. Ok, tu as de l'automatisation, mais l'automatisation, elle va se faire aussi du côté marketing pour que ça simplifie la vie aux freelance, pour qu'il puisse avoir encore plus d'armes pour pouvoir convaincre son client de faire appel à lui, de faire les bonnes prestations, des prestations plus chères et de le fidéliser sur la longue durée. Ouais, tout à fait. Ça, c'est hyper important et voilà, c'est aussi important c'est même plus important de garder ses clients que d'en acquérir de nouveaux, quoi. Exactement. Ça, voilà. Et ça, on n'y pense pas tout le temps.
Autre chose aussi sur lequel on va essayer de les aider, c'est à gérer leurs priorités. S'ils mènent plusieurs projets en parallèle, leur rappeler tout simplement, quoi, quand ils démarrent leur journée, vous avez telle ou telle chose à faire aujourd'hui. Et c'est plus important parce que la deadline est avant sur ce projet, des choses comme ça. Essayez de les aiguiller un petit peu là-dessus. Bah, c'est ce que je vois en fait, c'est que après ça dépend, tout le monde fonctionne différemment. Mais je sais que de mon côté, assez rapidement, j'ai créé mon bloc-notes, mon Excel et compagnie avec des sortes d'ordre de priorité. J'ai pas forcément utilisé un logiciel parce que j'aime bien au démarrage en fait de l'activité de créer tout seul, comme ça tu essaies de comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et ensuite et par la suite en fait tu utilises des outils qui automatisent tout ça. Mais c'est vrai que si vous pouvez réussir à créer ça, ça serait top parce que le développeur avec qui je bosse depuis 2-3 ans, lui il a carrément créé son propre logiciel où il a justement des compteurs temps, il a des gestions de priorité. Il a sa solution sur mesure. Exactement. Et du coup il peut avoir par exemple une to-do list de 50 choses à faire. Il a des priorités de 1 à 5 avec du rouge ou avec des alertes mail ou des trucs comme ça. Et du coup ça lui permet en fait assez rapidement de savoir ce qu'il a à mettre en priorité parce que de 1, le client va pas être content, de 2, peut-être qu'il va perdre le client et du coup en fonction de tout ça, il va se créer son petit truc perso. Mais si vous arrivez à l'automatiser, à faire en sorte que les freelances qui sont pas, on va dire, assez consciencieux ou qui le font pas de leur propre chef, bah, qu'ils aient un outil qui permette d'automatiser tout ça. Et nous aussi, parmi les idées qu'on a eues, c'est d'expliquer au client que si on l'a relancé 3 fois pour qu'il envoie le texte de son site web ou quelque autre contenu et qu'il a toujours pas répondu à une certaine date, et ben ça va décaler le projet de temps ça va décaler la livraison du projet, de temps de jours, quoi. Et ça, que le client le comprenne aussi au bout d'un moment. Alors ça, je trouve que c'est toujours super intéressant, c'est lié à tout ce qui était pédagogie, information du client. Après, je pense que là où ça va être complexe pour vous, c'est de réussir à vendre ça. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous avez parlé à suffisamment de freelance pour l'instant, mais un entrepreneur, en fait la différence entre souvent les freelance et les entrepreneurs, c'est que l'entrepreneur, dès qu'il démarre son activité, il doit payer énormément de charges et de choses. Alors que le freelance, lui, vu qu'il n'a pas l'habitude d'investir au démarrage, bah, finalement il aura des réticences à investir et à mettre de l'argent dans des choses. Ça, pour l'instant, oui, on n'a pas encore poussé jusqu'ici, on n'a pas encore d'idée de prix, de choses comme ça. Comme je te disais, on en est vraiment au tout début. Donc, pour l'instant, là, cette question-là n'a pas été abordée encore. Ouais, je pense qu'elle serait importante parce que… Elle serait importante, bien sûr. Je le vois de plus en plus, c'est que souvent les freelances n'ont pas envie de dépenser d'argent. Donc, c'est vraiment essayer de trouver le modèle économique qui va vous permettre à vous de pouvoir lancer cette application. C'est parce que même si elle est utile pour les freelances, il faut encore qu'ils aient envie de participer. Bien sûr, il faut qu'elle soit assez utile pour qu'ils aient envie de payer pour ça, bien sûr. C'est ça. Ou je sais pas moi, s'il peut y avoir des systèmes d'abonnement, de paiement en une fois, si vous pouvez être partenaire de, je sais pas moi, d'Adobe ou autre, qui permettent ensuite de l'inclure dans des trucs comme ça. Pour l'instant, on ne sait pas, mais vraiment, pour l'instant, justement, on cherche à détecter de vrais problèmes pour lesquels les freelances seraient capables d'investir de l'argent. Donc on essaie de leur proposer un outil qui leur sera vraiment utile. C'est pour ça qu'il y a toute cette phase de recherche. Parce que je le vois, je ne sais pas si vous avez regardé aussi au niveau des mutuelles santé. Par exemple, WeMind, je pense que tu connais peut-être. Ça me parle pas, non. Regarde-les. WeMind, c'est comme en anglais, W-E-M-I-N-D. WeMind. En gros, eux au niveau com et tout, ils sont aussi balèzes. En gros, ils sont spécialistes en mutuelle santé pour freelance et indépendants. Et en gros, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis du constat que le freelance, il n'a pas de mutuelle santé, on va en créer une. Et en plus, ils ont rajouté des choses supplémentaires qui sont ultra importantes. Un freelance, il a quoi comme problème? Il n'arrive pas à avoir de mutuelle santé. Ok. Il n'arrive pas à trouver de logement. Bah, du coup, on va aussi mettre une sorte d'assurance logement en étant partenaire de banque. Ensuite, ils ont rajouté également un CE pour que tu aies quand même des avantages qui ressemblent au salariat. Et ils ont rajouté en plus la RC Pro qui permet d'indemniser le freelance si jamais il a des impayés ou des trucs comme ça. Ok. Ouais, c'est toutes ces petites choses qui font que le freelance se sent un petit peu tout seul parfois et qui peut regretter une structure de type entreprise quand tu parles de CE, quand tu parles de vraiment d'accéder à ce genre de choses à la mutuelle. Et ça, c'est des choses hyper importantes. Exactement. C'est pour ça que derrière, en fait, il faut vraiment essayer de voir la question globale. C'est
À quoi tu veux répondre? Est-ce que ça sera ultra important pour le freelance de faire appel à ton service pour justement que ça puisse lui faciliter la vie, lui faire gagner de l'argent et des contrats? Et de l'autre côté, qu'il ait aussi envie d'y participer et qu'il ait envie de payer, de prendre un abonnement, ce genre de choses. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir un juste milieu pour tout ça. Exactement. Et c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Donc voilà, dans cette deuxième partie maintenant, Yann va directement me poser des questions directes par rapport à mon métier de freelance, comment je le suis devenu, qu'est-ce que je fais, ma relation client. Et du coup, je te laisse la parole, Yann, vas-y. Alors déjà, depuis quand tu es freelance et pourquoi tu as choisi cette voie? Alors, bon, on change pas, hein, lien vers la vidéo, mon parcours professionnel, parce que j'en ai parlé. Et justement, ça fait environ 3-4 ans que je suis freelance. Et en gros, avant ça, donc j'avais été étudiant, j'étais à l'université, j'avais fait les 5 ans d'études. Au fur et à mesure des années, je me suis spécialisé en design graphique, en design web. Ensuite, j'ai bossé en stage dans des agences, j'ai fait des tests pour rentrer aussi dans d'autres agences. Et en fait, à un moment donné, ça ne s'est pas forcément bien conclu parce que les agences aujourd'hui, en tout cas il y a 4 ans, elles voulaient essayer d'avoir des graphistes qui savaient absolument tout faire, surtout du print, du web. Et finalement, elles voulaient aussi un salaire dérisoire. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller vers le freelancing. Et en fait, à un moment donné, il y a un client qui m'a contacté et qui m'a demandé une mission de 6 mois où j'ai réalisé, on va dire, le site internet, l'identité graphique entière d'un espace de coworking qui est en Alsace, justement. Donc tu avais déjà du travail pour 6 mois quand tu t'es lancé, quoi. Exactement, mais justement c'est grâce à ça que je me suis réellement lancé en freelance. Ça veut dire que j'avais lancé mon statut, je sais pas moi, quelques mois avant et j'avais pas vraiment cherché de contrat. Et en fait c'est lui-même, le client est venu tout seul vers moi et m'a justement demandé ça. Du coup j'ai réalisé toute la prestation. Et ensuite, je me suis dit, tiens, en fait, finalement, tu peux vivre du freelancing. Et on va dire, dès le 2e mois, dès après avoir fini ces 6 mois-là avec ce client, j'ai pu continuer. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, j'ai des clients, on continue toute l'année pour vivre de mon activité. D'accord. Donc, c'est pas forcément le statut de freelance qui t'attirait à la base, c'était... Ça a plutôt été une question d'opportunité en fait. Exactement. Alors moi c'est clairement de l'opportunité, ça veut dire que, je sais pas moi, on va dire que les freelances c'était pas vraiment connu il y a 4-5 ans. Je sais qu'il y a des gens qui sont freelance déjà depuis 10 ans, mais à un moment donné en fait c'était pas très connu d'être indépendant, d'être seul. On va dire que c'est un peu comme un entrepreneur qui était tout seul tout simplement. Et être entrepreneur c'était pas forcément ce que les gens voulaient faire, en tout cas dans le graphisme. Et là, si tu veux, c'est clairement de l'opportunité. Alors que dans d'autres cas, c'est plutôt des personnes qui trouvent pas de travail, qui ont envie de tester le freelancing, qui ont envie de travailler chez eux, à distance, d'être digital nomade, enfin ce genre de choses. Oui, tout à fait, ouais. Et est-ce que tu avais des peurs par rapport à ce statut quand tu t'es lancé? En fait, l'avantage, c'est que vu que c'était opportuniste, en fait, j'ai pas eu de peur parce que… T'as pas eu le temps d'avoir peur. C'est exactement ça, c'est venu comme ça. Et on va dire, c'est plus par la suite, une fois qu'il y a eu les premiers mois creux, que la peur a pu commencer un peu à s'installer, en sachant que les mois creux peuvent arriver à n'importe quel moment pour n'importe qui. Pardon. Pas de souci. À part si tu as, je sais pas moi, un flux constant de clients absolument toute l'année, que tu es totalement débordé et que tu as des problèmes de riches freelance comme on dit, on va dire qu'il arrivera forcément un moment où tu auras une période creuse et du coup ça te fera douter. Mais l'objectif c'est de te dire non. Dans le freelance, tu peux avoir des périodes creuses, tu peux avoir des peurs vis-à-vis des clients, du salaire, de convertir tes clients, d'avoir les compétences. Mais il faut juste que tu regardes dans la bonne direction, savoir comment réussir à surmonter ces peurs et comment trouver une solution en fait. Parce que souvent les peurs sont liées à une problématique. Tu vas trouver des clients, convaincre tes clients, gagner plus, se former, ce genre de choses. Et du coup, maintenant que tu es bien dans ce statut, tu te verrais retravailler en agence ou chez l'annonceur, enfin en entreprise normal, là, ça serait compliqué. Ça serait vraiment compliqué parce que j'ai vraiment mon mode de travail, je bosse directement avec mes clients. C'est vrai qu'il y a un avantage et un inconvénient au freelancing, dans le sens où quand tu es en entreprise, tu vas produire à 100%. Ça veut dire que tout le temps que tu vas passer, je ne sais même pas si tu auras 10% ou 5% de gestion client. Je pense que ça sera uniquement de la production. Surtout si tu es graphiste, web designer et que tu fais des maquettes de sites. Parce que forcément, quelqu'un d'autre le fera à ta place, le chef de projet ou autre. Oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, maintenant, moi, je me suis tellement habitué à avoir, on va dire, une vie ou un cadre de travail qui soit vraiment varié. Ça veut dire, je me dis, tiens, à ce moment-là, je vais parler aux clients, je vais envoyer des mails, je vais faire mes appels téléphoniques, je vais fidéliser mes clients, démarcher. Et puis, c'est à tel ou tel moment où je vais réellement produire.
puisque en tant que freelance, tu vas certainement produire 50% du temps, pas plus. Ok. Et du coup, tu l'organises comment ton temps, justement, entre toutes ces phases de démarchage j'imagine que tu as des périodes de démarchage de clients, d'exécution, de gestion du SAV, comment tu organises tout ça? Alors si tu veux, généralement ça se passe en semaine. Ça veut dire que je vais pas me dire tiens je vais faire un truc au début du mois puis je le fais pas. À part les facturations. Très souvent j'ai des factures par exemple au compteur horaire ou directement j'ai un client régulier qui va me demander beaucoup de prestations et je vais lui faire qu'une seule facture à la fin du mois. Du coup tout ça je le fais à la fin du mois, les facturations. Et ça c'est le seul truc que je vais faire à un moment, on va dire une tâche qui ne sera pas hebdomadaire. Ça sera tout ce qui est lié à la compta et la facturation. Ça je le fais en fin du mois. Sinon, le rythme de lundi au vendredi, généralement le lundi c'est un peu lié, je vais faire pas mal d'écriture d'email, je vais rentrer en contact avec les clients parce que souvent en fait les clients c'est le lundi qu'ils ont toutes les demandes, ils vont envoyer tous les mails, moi je vais les recevoir, je vais voir comment y répondre et ensuite je vais produire certainement par exemple mardi, mercredi, jeudi. Le démarchage client ça va se faire en fonction de si j'ai le temps ou pas et puis le vendredi c'est de nouveau peut-être des échanges clients, des échanges mails pour essayer de finaliser la semaine. Mais en gros, le lundi, démarrage, tu démarres la semaine, tu produis au milieu et tu essaies de finaliser la semaine le vendredi. D'accord, donc tu as organisé tes semaines à peu près sur le même schéma et tu essaies de t'y tenir. Tu arrives à t'y tenir d'ailleurs? Tu es un peu obligé parce que finalement, la majorité des clients que j'ai et que les freelances ont, je pense, c'est des entreprises. Ces entreprises-là, elles bossent de lundi à vendredi. Forcément. Donc, même si on se dit tiens je suis indépendant, je fais comme je veux, je me lève quand je veux et je bosse quand je veux, pas vraiment puisque toi tu es lié à des clients qui sont eux ouverts du lundi au vendredi. Donc à un moment donné il faut que tu sois aussi dispo quand eux le sont. Bien sûr. Est-ce que tu arrives d'ailleurs à ne pas bosser le week-end? Écoute, je n'arrivais pas la première année et depuis la première année en fait maintenant j'y arrive. C'est bon, aucun problème. En fait il faut vraiment que c'est de l'hygiène numérique. La vidéo là-haut, c'est clairement de l'hygiène numérique. C'est qu'à un moment donné, si tu es freelance, tu ne peux pas t'amuser à travailler toute la semaine. Peut-être au démarrage, la première, deuxième année, tu as des problèmes pour avoir des clients. Peut-être que tu vas travailler le week-end, le samedi, le dimanche. Mais à un moment donné, il faut que tu te mettes des barrières parce que sinon, tu vas bosser 80 heures par semaine et tu vas gagner pour l'équivalent de 35 heures. Ouais, forcément. Et justement, tu vois pas que, tu te dis, imaginons, tu as un chiffre d'affaires de 3 000 € à la fin du mois, tu te dis, waouh, je suis riche et tout, alors que tu l'as vu avec ma vidéo comment calculer ses tarifs de freelance, que tu gagnes environ la moitié. D'accord, donc 1500 net. Sauf que 1500 pour 80 heures par semaine, tu as clairement en dessous du SMIC. C'est pas cher payé, ouais, en effet. Exactement. Du coup, c'est en te cantonnant à des horaires, on va dire, un peu plus stricts. Par exemple, tu as bossé, je sais pas moi, entre 35 et 45 heures par semaine maximum. Eh bien, si tu arrives à te dégager un salaire convenable ou ce que tu veux grâce à ces horaires-là, c'est que tu es en train de bien marcher. Par contre, si tu bosses 80 heures et que tu as ce salaire-là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci, ouais. En effet, ouais. Et du coup, comment tu le détermines, toi, le fait d'avoir assez de clients ou pas assez? Est-ce que tu te fixes un montant par mois? Est-ce que tu te fixes un nombre d'heures à travailler? Comment ça se passe? Alors, justement, dans la vidéo sur comment fixer ses tarifs freelance, en fait, ça fonctionne exactement de la même manière pour un salarié, un entrepreneur standard. C'est qu'il faut que tu partes de ton cadre de vie, ton niveau de vie à l'année. Par exemple, tu vas mettre toutes tes dépenses alimentaires, ton loyer, tes charges, les impôts, tout ça. En fait, ça va te donner une somme à l'année. Tes vacances, les vêtements et tout. Et en fait, cette somme à l'année, tu la divises ensuite par 12 et tu essaies de voir quel salaire tu dois essayer de relâcher. Par exemple, si ça marche pour un salarié. Si tu es un salarié et que tu as le SMIC, à un moment donné, tu ne peux pas avoir un cadre de vie avec je sais pas moi, un loyer à 800 € par mois si tu es tout seul. Sûr, ouais. Tu vois? Tout à fait. Oui. Donc à un moment donné, en fait, à partir de là, tu sais à peu près ce que tu es censé gagner, donc en chiffre d'affaires. Et donc, il faut que tu essaies d'avoir ce montant ou au moins d'aller plus loin. Et pour ça, le nombre de clients, ça va absolument pas jouer. Au contraire, je privilégie clairement d'avoir moins de clients plus qualitatifs que plus de clients quantitatifs. Parce que le truc, c'est que loi Pareto, je ne sais pas si tu connais. Non. C'est marketing. En gros, 80-20. 20% d'une cause apporte 80% des conséquences. Donc ça veut dire que généralement 20% de tes clients vont t'apporter 80% de ton chiffre d'affaires.
Exact. Et ça fonctionne pour énormément de choses et en fait ça fonctionne de la même manière. C'est qu'à un moment donné, tu vas avoir des clients réguliers qui vont te demander beaucoup de boulot. Ça sera eux qui vont te ramener le plus en essayant de ne pas faire du one shot tout le temps. Tu essaies quand même d'avoir des clients réguliers pour qui tu peux faire des travaux comme ça. Et justement, c'est en ayant peu de clients qualitatifs que tu vas avoir le plus gros du chiffre d'affaires. Et après, ça n'empêche pas d'avoir des petits clients par-ci par-là avec des one shots qui eux vont permettre de gonfler le chiffre d'affaires à la fin du mois. Ok. Et en parlant de clients d'ailleurs, tu les trouves comment tes clients? Comment tu arrives à avoir de nouveaux clients? Alors les clients, c'est la vidéo comment trouver des clients en freelance. Là c'est fini, il n'y a plus de fiches, il n'y en a que 5 par vidéo. Et en fait aujourd'hui, à l'heure où tu es en train de me parler, là dans 30 minutes en fait, on est le 19 novembre, la vidéo est mise en ligne. Et en fait j'ai présenté 40 astuces pour trouver des clients. Et en gros si tu veux, tu n'as pas une astuce qui est meilleure qu'une autre, c'est un écosystème. Tu sais les problèmes de riches. Les problèmes des freelance riches qui arrivent à avoir plein de clients. Eux, c'est parce qu'ils ont un écosystème qui est solide. Ça veut dire qu'ils ont eu certainement du bouche à oreille, des très bonnes recommandations, un bon site web, du référencement. En gros, ils vont avoir 5 à 10 outils ou 10 choses qui vont leur permettre dans cet écosystème d'avoir des clients réguliers parce qu'il va y avoir du bouche à oreille ou des gens qui vont venir en fait voir les compétences et faire appel à cette personne-là. Mais en gros, pour trouver des clients, il faut tout simplement avoir un écosystème avec beaucoup de points d'entrée. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement démarcher des clients physiquement. Par exemple, je ne vais pas aller forcément tous les jours dans la rue poser des cartes de visite. Je vais peut-être voir des sites web, je vais envoyer des mails, je vais dire « Ah oui, par rapport à votre site, je peux vous apporter quelque chose ». Ça peut être des clients que j'avais déjà, leur demander des recommandations ou leur donner des petits bonus. Imaginons. J'ai un client régulier, je lui dis « Écoute, si tu arrives à me choper un nouveau client, je te donne 5% ou 10% sur la prochaine prestation qu'on va faire ensemble. Okay. » En fait, au fur et à mesure en faisant ça, tu auras plein de points d'entrée qui vont te permettre de gagner des clients. Tu n'as pas un seul point d'entrée. Tu auras un vrai réseau. Exactement. En fait, ça ne vient pas d'une seule porte. C'est ça le problème, c'est que trouver des clients freelance, c'est compliqué parce que ça prend du temps. Même moi, encore aujourd'hui, c'est clair que j'ai envie d'avoir le problème de riche. Ça arrive progressivement. Mais globalement, en fait, il faut mettre en place cet écosystème sur plusieurs mois, plusieurs années pour qu'ensuite tu puisses avoir des clients réguliers grâce à tout ça. D'accord. Et là, avec tout ça, est-ce que tu arrives à te permettre de choisir tes clients? Alors pour le moment, oui. Ça veut dire que si tu veux, ça se voit à 10 km, ceux qui puent un peu, tu vois. Tu vois, les clients mauvais payeurs qui valent pas grand-chose, on va dire ça, tu les vois rapidement. Ce que je fais, c'est que ce que tu veux proposer avec ton outil, moi, je connais un peu déjà les techniques marketing pour essayer de présenter ça à mon client. Ouais. Ça fait maintenant déjà plus d'1 an que maintenant je peux choisir mes clients. Ça veut dire que même si mon chiffre d'affaires pourrait être nettement supérieur, je ne vais pas pour autant me brader et me dire tiens, je vais prendre un client low cost pour essayer de gagner 100, 200, 500 euros en plus à la fin du mois. Non, je préfère alors le refuser et passer plus de temps pour gérer justement mon écosystème de clients que je t'ai parlé précédemment. Ça veut dire que si en utilisant ma technique, en présentant, voilà, il ne vous faut pas uniquement un logo, il vous faut une identité graphique, un site web optimisé, peut-être même du référencement. Cette prestation de base que vous vouliez facturer à 300 euros, en fait, c'est plutôt une prestation à 1000 ou 1500 euros. Si je vois que le client est totalement réticent et qu'il n'a pas envie de faire appel à moi, bah d'accord, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de faire grandir son business. Alors que si je vois que le client, il est un peu intrigué, c'est que déjà, c'est la bonne mentalité. C'est-à-dire que le client, il est en train de se poser des questions, il se dit tiens, si en faisant ça, je ne vais pas augmenter mon business, le développer. Et du coup, c'est vers ces clients-là que je vais me dire tiens, peut-être qu'il faut que j'accentue mon aspect marketing, que je lui fasse comprendre la solution que je vais réussir à lui apporter. Et ensuite, ça sera tout bénéf pour lui et pour moi. D'où l'importance de cette question de pédagogie qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement, c'est le plus important. Parce que le client, il ne connaît pas ton métier, il n'y a que toi qui le connais. Oui, bien sûr. Ouais. Il faut savoir lui expliquer. Ouais. Exactement. Il sait qu'un logo, c'est une image, mais il ne sait pas qu'il y a tout un processus de création derrière. Okay. Et du coup, en parlant de ça, justement, de ta relation avec le client, une fois qu'il a signé le devis, on va dire, pendant le projet, comment tu échanges avec lui, sur quelle base et pourquoi tu échanges avec lui? Est-ce que c'est tous les jours un mail, un appel, comment ça dépend sûrement des clients, mais quelle est ta routine là-dedans? Alors moi, si tu veux, déjà, tu as l'aspect réussir à facturer le client, réussir à signer le devis. Ensuite, une fois que tu arrives à signer le devis, tu sais déjà que c'est bon, le client est entre guillemets dans la poche. Maintenant, il faut que tu réussisses à mener à bien la mission qu'il t'a proposée. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est être totalement professionnel. Dès le début, tu montres
que tu as les compétences et l'expérience, telles que tu l'as montré comme ça en lui montrant le devis, en le faisant signer, mais il faut que tu essaies de le montrer également pendant le projet. Il faut que tu montres à quel point tu es professionnel, à quel point tu vas réussir à le faire grandir dans son business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu crées un logo, tu crées un site web, directement, dès qu'il a signé ton devis, tu vas revenir vers lui, tu lui envoies un mail ou tu lui téléphones en lui montrant toute la marche à suivre, comment est-ce que tu vas faire les choses, comment est-ce que lui va devoir faire les choses de son côté. Parce que c'est très important, c'est qu'un projet avec un client, c'est pas unilatéral. C'est pas moi qui vais créer un logo pour le client et puis se démerde avec. Oui, il y a un véritable échange. Exactement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que je lui dise précisément tout ce qu'il devra faire lui de son côté, tout ce que je vais devoir faire de mon côté pour pouvoir avancer efficacement. Donc déjà de 1, ça me permettra de faire un projet qui va rouler doucement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va me donner les éléments au fur et à mesure. J'aurai la matière pour avancer sur son projet. Et puis si jamais il a des interrogations, pas de souci. Je prends mon temps, je lui envoie un mail, je lui envoie un appel téléphonique où je vais pouvoir lui expliquer le projet et lui dire en quoi sa réticence ou sa peur par rapport à telle ou telle chose, comment est-ce qu'on peut la régler et comment je peux la régler ou faire appel à quelqu'un pour la régler si jamais il y a un problème supplémentaire. Mais l'objectif, c'est d'être vraiment en confiance, d'être réconfortant et de montrer à quel point toi, ce que tu lui as fait signer, c'est pas du pipeau, mais c'est ce que tu vas lui apporter à la fin. D'accord. Ok. Et du coup, j'ai perdu ma question. Ça arrive, on coupera. Oui, est-ce que ça t'arrive régulièrement de travailler plus que ce que tu avais estimé à la base dans ton devis? Alors, c'est exactement comme les problèmes des clients et le fait de pouvoir choisir les clients. C'est qu'en fait, avant, il y a 1 ou 2 ans, si tu veux, ça pouvait m'arriver très souvent de bosser plus pour un client. Sauf que c'est parce que je n'avais pas compris des choses essentielles. C'est que dans une tarif, dans une prestation, tu vas compter tout. Tu comptes pas seulement la production, tu vas compter les échanges, tu vas compter les mails, tu vas tout compter. Et en fait, ça, c'est extrêmement important parce que quand tu démarres en freelance, tu ne le sais pas forcément. Moi, je ne savais pas, j'ai tout appris de A à Z. Il n'existait pas enfin, en tout cas, j'en avais pas vu des personnes qui faisaient des vidéos sur YouTube, sur le freelancing et tout. Ça n'existait pas, c'est aussi pour ça que j'avais envie de le faire là. C'est qu'à un moment donné, en fait, je faisais des erreurs, je travaillais plus. Oui, c'est comme ça que tu as appris, ouais. Exactement. Des fois, j'étais frustré de me dire mince, j'ai été payé tant et tant d'argent pour cette prestation, j'ai passé 2 voire 3 fois plus de temps et à un moment donné en fait vu que nous on est dans le design, enfin moi je suis dans le design, donc ton aspect créatif il diminue au fur et à mesure du temps. Plus le projet il est en négatif et moins ta créativité en fait elle est débordante. Ce qui fait que moi plus j'ai avancé, plus j'ai facturé mes créations chères. Et du coup, plus j'étais vraiment au taquet au niveau de ce que j'avais envie de créer, ce que je pouvais créer pour le client. D'accord. Et ce que je pouvais investir en fait, tout simplement. Et du coup, maintenant, si le client t'en demande plus, si tu avais budgété tant d'allers-retours avec le client et qui dépasse et qui déborde tout, comment ça se passe? Tu lui factures? On est carré. Ouais, c'est ça, tu prends tes précautions avant. En fait, ce que tu fais, c'est que... Alors, attends, juste là, j'ai un petit appel. Non, c'est bon. Ouais. En fait, c'est très simple. C'est que c'est aussi le problème des nouveaux freelance et c'est très bien parce que si c'est les questions que tu te poses, c'est que c'est les bonnes questions. Parce que souvent, en tant que freelance, tu as un peu peur. Tu dis le client est roi. C'est lui, finalement, c'est lui qui va te payer. C'est lui qui fait ci et ça. Mais justement, non, à un moment donné, il faut que ce soit une collaboration intelligente. Et pour avoir une collaboration intelligente, il faut que toi, tu présentes les choses transparentes dès le début. Par exemple, je vais vous faire une proposition de logo avec 2 retours clients. Qu'est-ce que ça implique? Je vais vous faire 3 propositions de logo indépendantes. Vous en choisissez un, il y aura un retour. Il faut que tu sois précis, carré. En gros, l'objectif, c'est pas d'être bête et méchant, d'être trop strict. Non, c'est d'être strict, mais intelligemment, en montrant à ton client que c'est comme ça que ça se passe, c'est mieux dans le devis, c'est comme ça que ça a été facturé et que ça a été noté. Par contre, s'il y a des retours supplémentaires, en fonction de ce que le client te demande, soit tu le feras, soit tu demanderas un nouveau devis. Par exemple, je ne sais pas moi, tu fais une prestation à 3 000 ou 5 000 euros. À un moment donné, si le client te demande des petites modifications sur une demi-journée ou 1 ou 2 heures, sur un projet sur 5 ou 10 000 euros, enfin 3 ou 5 000 euros, c'est négligeable. Tu fais en fonction de ça aussi. Ouais. Par contre, un projet à 300 euros, il te demande une demi-journée en plus. Oui. Voilà, oui. Là, c'est pas possible, tu vois. Pour le coup, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, c'est ça le plus dur, c'est qu'en tant que freelance, tu dois essayer de jauger en fonction du marché et en fonction de ce que toi tu peux proposer. Ça, les clients sont plutôt réceptifs, justement quand tu cadres le truc et qu'au bout d'un moment ils t'en demandent trop et tu leur dis stop.
Bah écoute, c'est simple, c'est l'écrémage des clients à l'origine. Si tu choisis bien tes clients, en fait ça se voit directement. C'est que généralement les clients qui sont bons payeurs, c'est les clients qui vont être les moins chiants, ceux qui vont être les plus réceptifs, c'est ceux avec qui tu vas avoir la meilleure collaboration parce que en fait, j'ai l'impression qu'ils connaissent déjà un peu le principe de fonctionnement de ton métier. Alors que généralement, c'est les mauvais payeurs qui eux vont être vraiment chiants sur toute la ligne. D'accord, oui, c'est souvent comme ça, ouais, en effet. Est-ce que tu utilises des outils? Ça sera quasiment ma dernière question. Est-ce que tu as des outils pour gérer cette relation avec le client, ou ça passe tout par des emails ou par des appels ou par des rendez-vous physiques? Alors écoute, totalement transparent, je n'utilise absolument aucun outil. D'accord. Ça veut dire que outils de facturation, là par exemple je t'avais parlé de Freebie qui m'a contacté pour tester le logiciel, mais en fait en soi moi j'ai juste une fiche Excel, j'ai ma fiche Excel, je mets tout directement, j'ai mis mes additions, soustractions, prestations avec les graphiques et tout, les histogrammes, comme ça moi j'ai une gestion complète. Je sais très bien, par exemple je l'ai vu avec Freebie que c'est assez hallucinant, tu peux voir quel client t'a ramené plus, les statistiques et tout. C'est ultra intéressant. Après, moi, je sais que avec le boulot que je fais actuellement, j'ai pas forcément besoin de plus. Si j'avais la possibilité et si je voulais le faire, je pourrais utiliser un outil comme ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, je n'utilise pas. Après, un outil de gestion de clients, à part mon adresse email, non, je n'en ai pas. Ça veut dire que je fais tout, on va dire, à la mano. Ça veut dire j'ai mon bloc-notes, je sais précisément avec mon Excel la to-do list, les priorités. J'ai mon outil de facturation à côté, j'ai mes idées, ce que j'ai à faire en priorité. Mais j'ai pas d'outil en fait qui automatise tout ça, si tu veux. D'accord. Bon, dernière question, si tu avais si tu avais une baguette magique et que tu pouvais régler n'importe quel point bloquant dans ta vie de freelance, ça serait lequel? Est-ce qu'il y a des points qui te sautent aux yeux comme ça quand tu réfléchis un petit peu sur à ton quotidien? Ah mais là, je pense que tous les freelances vont te dire la même chose. Hein. C'est toujours trouver des clients. Pas chercher de clients, ouais. C'est ça. Non mais en fait, la subtilité, c'est que le client, tu sais que tu as les compétences pour faire grandir le business de tellement de clients partout en France. Sauf que de 1, il faut les toucher. Et de 2, encore plus important, c'est qu'il faut que tu réussisses à leur donner suffisamment de confiance pour qu'ils fassent appel à tes services. Parce que c'est bien beau de les toucher, mais si derrière, ils n'ont pas envie de cliquer sur ton lien ou voir ton truc, il faut que tu leur donnes de la confiance. Donc c'est clair que derrière, le plus important pour moi, vu que la confiance, je peux l'apporter, c'est surtout toucher des clients supplémentaires. Mais comme je te l'ai dit, tu as un écosystème. Après, là, je ne parle pas pour moi, mais plutôt pour les autres freelances. Je pense que tu vois un peu les stats, à quel point il y a énormément de freelance qui sont créés là tous les mois. Ouais. Je pense que c'est énorme. Je crois qu'on est déjà pratiquement 1 million de freelance en France. On est à pas loin de 900 000. Et c'était les chiffres de 2017, c'était 850 000. Donc là, maintenant, on doit être au million. Ouais, je pense que le million, il est atteint. Et justement, je pense que là, le plus important, c'est vraiment le démarrage du freelance. C'est comment réussir à faciliter la vie du freelance. Tu l'as vu, moi, avec mon expérience, c'est qu'il y a 4 ans, quand j'ai démarré mon truc de freelance, il n'existait pas vraiment, ou du moins c'était vraiment des niches que je n'ai pas connues. Il n'existait rien en fait qui allait te montrer comment bien faire ton boulot, comment gérer tes trucs clients. Du coup, moi j'ai dû tout apprendre de A à Z. Et en fait, là où vous pouvez être utile et vraiment indispensable pour tous les nouveaux freelance, c'est vraiment d'avoir un outil qui permette d'automatiser ou de faire comprendre toutes ces petites problématiques de freelance qui, mises bout à bout, en fait, vont aider énormément le lancement en freelance. Exactement. C'est tout bon pour moi. Bah écoute, c'est nickel alors. Je te remercie beaucoup. Bah écoute, c'était très enrichissant, j'espère que pour toi également. Oui, complètement, ouais. T'as une vision bien globale du métier, même si c'est pas un métier, du statut de freelance, on va dire. Et je pense que ça va m'aider, ouais. Bah écoute, j'espère en tout cas que ça t'a aidé. En tout cas, toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, je sais pas si vous êtes allés jusqu'à la fin, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour au moins parler un peu de ce projet-là. Dites-nous un peu les problèmes que vous rencontrez. Problèmes, ouais. Tous les problèmes, si vous en avez, n'hésitez pas à tout écrire parce que finalement, Yann, avec ce que vous allez créer comme logiciel, c'est en fonction de notre parole, c'est-à-dire qu'ils vont directement en contact des freelances. Exactement. Il n'y a rien d'arrêté pour l'instant. Voilà, il n'y a rien d'arrêté pour l'instant et on cherche vraiment à recueillir les attentes des freelances, leurs vrais besoins pour adapter notre outil. Donc là, clairement, c'est du sondage, ils essayent de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour les freelances. Donc clairement, en fait, si toi, tu as des problèmes, n'hésite pas à le dire directement dans les commentaires parce que forcément, Yann, il pourra voir tous les commentaires et tout ce que vous aurez écrit. Et je vous mettrai le lien vers la bêta
Exactement. Et il y aura une bêta. Que vous pourrez essayer gratuitement, bien sûr. Tout ça, je le mettrai également en début de vidéo. C'est-à-dire, ça veut dire tout ce qui est bêta et tout, je mettrai directement dans la description. Comme ça, si ça intéresse des personnes de voir un peu l'outil, d'essayer de faire des feedbacks pour essayer d'avoir des choses supplémentaires. Super. Et faire les retours. Top. Donc voilà Yann, si tu n'as pas plus de questions, on peut se quitter là-dessus dans ce cas-là. C'est tout bon pour moi, merci encore. Et on reste en contact. De toute façon, je t'enverrai le lien aussi je t'enverrai tous les liens, tout ce qu'il faut. Nickel. Écoute, je mets tout ça en description. Et puis je suis ravi d'avoir fait cette interview avec toi aujourd'hui. Et moi aussi, merci beaucoup. Nickel. Écoute, à une prochaine vidéo. Pour toi, freelance. Ciao. Salut.